Le président déchu, Mohamed Bazoum, aurait-il mis à sa botte un groupe de terroristes? Le président Mohamed Bazoum aurait-il instrumentalisé un groupe de terroristes au Niger? La question mérite d'être posée alors même que le vendredi 21 juin 2024, un préfet et plusieurs de ses collaborateurs tombaient dans un guet-apens lorsque ces groupes politico-militaires, comme veulent bien l'appeler certains médias étrangers, a réussi à avoir ses différentes proies. La doléance ou encore le marchandage a donc démarré. Qu'est-ce qui est demandé en retour? C'est la libération du président déchu Mohamed Bazoum depuis le Niger. Comment comprendre une telle situation sur le territoire nigérien? On tentera d'apporter des esquisses de réponse dans cette émission Regard panafricain qui reçoit André Christelle Fanga. Il est analyste et directeur de publication. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Madame Begoudé, merci pour l'invitation. Bonsoir aux techniciens qui travaillent pour que nous puissions être écoutés et vus sur toutes les plateformes For You Africa. Bonsoir à tous les nombreux millions, peut-être déjà même le milliard d'auditeurs, téléauditeurs, Facebookers, YouTubeurs, et j'en passe. Donc, c'est un plaisir renouvelé de parler aux Africains, de parler des questions extrêmement importantes pour notre Afrique et notre continent. Je voudrais saluer, comme à l'accoutumée, le premier secrétaire du PURS, président directeur général du groupe For You Africa Media, qui, justement, est un jeune qui se distingue. Parce qu'aujourd'hui, on avait besoin d'une voix, ou bien de plusieurs voix. Aujourd'hui, le président Serge Espoir Matomba a permis que les Africains puissent avoir d'autres voix où s'exprimer, parler des questions africaines, informer les Africains sur les enjeux, n'est-ce pas, qui concernent l'émergence, la souveraineté, le panafricanisme et j'en passe. Donc, sentez-vous saluer, monsieur le président Serge Espoir Matomba, parce que nous sommes fiers de ce que vous faites et que les portes des nations s'ouvrent à vous pour des partenariats, pour, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas, communiquer pour le bien-être de notre Afrique. Et vous, madame, et tous l'équipe qui travaille, n'est-ce pas, d'arrache-pied pour que les Africains puissent avoir la bonne information. Beaucoup de courage à vous et de santé, n'est-ce pas, pour que vous continuez à parcourir les coins et les recoins de l'Afrique et peut-être même du monde, n'est-ce pas, pour que vous apportez la bonne information aux Africains et au reste du monde. Merci André Christelle Fanga pour cette introduction. Voilà, on va donc rentrer de plein pied dans notre émission et ce sera juste après cette transition Regard panafricain à démarrer. Bienvenue à tous. Allez, merci à tous de nous écouter sur For You Radio, de nous recevoir à travers nos différentes plateformes Internet For You Media Africa et de nous regarder sur vos petits écrans. André Christelle Fanga, eh bien, le samedi 22 juin 2024, un groupe taxé de politico-militaire, en effet des rebelles, appelé le Front Patriotique pour la Justice, FPJ, a donc réussi à kidnapper le préfet de Bilma, une localité nigérienne, et 5 autres membres de sa délégation. En retour, ce groupe demande la libération du président déchu, Mohamed Bazoum. L'attaque a été revendiquée le 22 juin 2024. André Christelle Fanga, à l'aune de l'immunité présidentielle du président déchu Mohamed Bazoum. D'ailleurs, la nouvelle avait été annoncée 10 jours plus tôt. Est-on en droit de penser que ce groupe est instrumentalisé depuis où il se trouve par le président Mohamed Bazoum? Alors, madame Begoudé, je suis quand même interloqué par ce nouveau style de terroristes djihadistes du côté du Niger. C'est la première fois que j'entends parler d'un groupe
n'est-ce pas, de rebelles, ou bien ces politico-militaires. Vous savez, l'Occident, les médias, n'est-ce pas, occidentaux ont 1000 formules, n'est-ce pas, d'attribuer certains noms, surtout à leur convenance. Parce que parler de politico-militaire, c'est quand même un langage qui sort de loin. Pourquoi ne pas appeler terroriste? Pourquoi ne pas appeler djihadiste? Pourquoi ne pas appeler... Pourquoi... En fait, on peut poser 1000 questions, n'est-ce pas, par rapport à ce groupe, n'est-ce pas, de djihadistes ou bien de terroristes et tout ça. Mais, comme c'est à l'avantage de l'Occident, comme c'est à l'avantage de la France et de leur élément appelé M. Bazoum, il faut polisser. Il faut donner des mots gentils. Parce que vous savez, quand c'est les Assimi Goïta, on parle de la junte au pouvoir, on ne les appelle pas les politico-militaires. Quand c'est Ibrahim Traoré, on ne l'appelle pas politico-militaire. Quand c'est Tiani, on n'appelle pas politico-militaire. Mais c'est un groupe sorti ex nihilo, on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils se sont formés, par comment ils sont arrivés, n'est-ce pas, à devenir ce groupe politico-militaire, soi-disant, et que subitement, après leur kidnapping, leur enlèvement, ils demandent la libération de Mohamed Bazoum. Comment ne pas dire directement que c'est un groupe, n'est-ce pas, monté de toutes pièces par le camp français, camp CEDEAO et le camp de la France et de M. Bazoum. Parce que là, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil pourquoi? Parce que c'est un groupe qui n'existait pas hier. Et je ne pense même pas qu'ils existent. Et je pense que c'est juste quelques militaires qui sont fidèles, n'est-ce pas, à l'armée française et à Bazoum, qui ont perpétré ce rap, n'est-ce pas, de ce sous-préfet. Et quelle est l'équivalence entre un ancien chef d'État et un préfet? Ce n'est pas pour dire que le préfet ne vaut pas grand-chose, non. Mais c'est pour dire qu'il faut être un peu déréglé pour justement demander, n'est-ce pas, l'échange de prisonniers entre un ancien chef d'État et un préfet d'un département. Mais justement, c'est le fonctionnement des terroristes. Ben, écoutez, je pense que dans le rapport, parce que dans le fonctionnement des terroristes djihadistes, n'est-ce pas, il y a quand même ce qu'on appelle l'équilibre de la rançon. Parce que si vous n'équilibrez pas la rançon, c'est-à-dire si vous prenez des gens, bon, faisons une légère digression, allons un peu au Cameroun, quand Boko Haram était dans ces grands jours, n'est-ce pas, quand ils avaient kidnappé des familles françaises, Moulin-Fournier et tout le reste. La rançon, le Cameroun a payé la rançon. Et avec la bénédiction de l'État français. Parce que ça concernait des étrangers. Mais ils sont combien de familles, n'est-ce pas, africaines qui ont été justement kidnappées par Boko Haram? Vous vous rappelez que madame, l'ancien ministre de la Justice, Amadou Ali, a été kidnappé pendant un certain temps. Donc, vous voyez que ça n'a pas eu le même ramdam médiatique, ça n'a pas eu la même connotation, ça n'a pas eu la même position, n'est-ce pas, ou bien la même rançon que les Moulins Fournier et les autres. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, dans cette méthodologie, et d'ailleurs, vous faites bien de dire que c'est la méthode des terroristes, donc c'est un groupe terroriste. Donc, ce n'est pas un groupe politico-militaire. C'est un groupe de terroristes. Donc, s'il faut conclure, n'est-ce pas, le propos, n'est-ce pas, c'est simplement les attribuer le nom de terroristes, n'est-ce pas, qui sont à la solde de M. Bazoum. Et non, maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi M. Bazoum pouvait dire que les terroristes sont mieux équipés que les forces nigériennes. Donc, lui-même avait déjà formé un groupe de terroristes, sachant que peut-être demain, ça pourrait être très difficile pour lui. Et vous voyez que c'est après cette déclaration que lui-même avait fait, je crois que c'était à Jeune Afrique, n'est-ce pas, qui a produit le résultat de son renversement. Parce que vous ne pouvez pas parler en tant que chef suprême des armées, parce que le président de la République est le chef suprême des armées. En tant que chef suprême des armées, dire que les terroristes sont plus puissants que votre armée en tant que vous, chef de cette armée-là, ça veut dire que c'est une démission. Donc, je continue à dire et je crois que M. Bazoum avait démissionné de ses fonctions. Donc, quand vous démissionnez,
vous devez normalement perdre cette humilité, n'est-ce pas, de président de la République, parce qu'arriver à ce niveau, et surtout même pas seulement démissionner, vous avez insulté, dénigré votre nation, votre pays, en disant que les terroristes sont plus forts que l'armée régulière. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, en fait, c'est même l'abandon des troupes. D'ailleurs, même, on devait même l'arrêter et le condamner à mort. Parce que désertion, et vous, chef de troupe, vraiment, ça méritait que M. Bazoum puisse être arrêté pour haute trahison de la patrie et de la nation. Et je pense que les autorités, n'est-ce pas, de transition sont même très douces. Ils ne sont pas allés jusque-là. Mais ils sont très doux, je dis bien, ils sont très doux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il fallait respecter véritablement toutes les lois de la République, toute la constitution nigérienne, je pense que Bazoum ne serait pas seulement condamné, ou bien il n'est même pas encore condamné. Il est en détention, n'est-ce pas, quelque part, bon, en résidence surveillée, parce qu'il n'est même pas il n'est même pas dans une prison pour dire que véritablement il subit peut-être toutes les conditions anormales de la prison, de la prison, alors qu'il est dans un palais, il vit normalement, il reçoit la visite de son médecin et tout ça. Donc, vous voyez que véritablement, il est traité dans de très bonnes conditions. Donc, je pense que la question dont vous posez aujourd'hui, c'est que M. Bazoum, je ne suis pas sûr que c'est lui-même qui est à la manœuvre, mais c'est les forces extérieures qui sont à la manœuvre pour justement essayer de déstabiliser le Niger. À dire donc que le projet de libération de Mohamed Bazoum que portait la France et compagnie, avec évidemment les pays de la CEDEAO, n'a pas été abandonné. Il reste pendant et ce projet est donc en train de se manifester à travers cet enlèvement. Des hypothèses? Oui, bien sûr, vous êtes très intelligente, madame. Donc, quand je concluais mon propos, vous savez que c'est par là que j'allais... Et vous introduisez par là, parce que le vieux projet de la CEDEAO, de la France, de libérer Bazoum, ou bien d'envoyer une mission, vous allez retrouver qu'il y a plusieurs méthodes maintenant. Il y a de déstabilisation du Niger. En dehors du côté béninois, il y a maintenant ce côté de ces soi-disant djihadistes terroristes qui kidnappent déjà les autorités, n'est-ce pas, certaines autorités de la République nigérienne qui sont dans la chaîne de commandement de la préfectorale. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la mission n'est pas abandonnée. Et il faut toujours être intelligent quand vous traitez avec les Occidentaux. Parce qu'ils ont le plan A, ils vous endorment, ils vont faire croire que non, ça va, tout est revenu au calme et tout, mais ils cherchent les voies et moyens, n'est-ce pas, de comment déstabiliser, n'est-ce pas, les États comme le Niger. La preuve en est, ils n'ont pas abandonné au Burkina Faso leur projet de déstabilisation d'Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas abandonné leur projet de déstabilisation d'Assimi Goïta. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, n'est-ce pas, de plusieurs éléments. Donc, vous voyez qu'ils n'abandonnent jamais tant que leurs objectifs ne sont pas atteints. Ils changent juste de méthode, n'est-ce pas? Les méthodes de déstabilisation, nous savons tous que quand la France, en particulier, a une dent contre vous, elle utilise toutes les méthodes. Elle utilise toutes les méthodes pour vous mettre en mal, que ce soit les méthodes politiques, que ce soit les méthodes militaires, que ce soit les méthodes djihadistes terroristes. La preuve en est. S'il y a le djihadisme dans le Sahel, c'est la France qui a emporté ces djihadistes-là et les a formés. Je dis bien et je répète, c'est la France qui a formé, qui a encadré, qui a armé les terroristes qui existent dans le Sahel. C'est-à-dire, après la destruction de la Libye, tous les armes, n'est-ce pas, qui étaient en divagation, ont été remis entre les mains des rebelles. La plupart sont sortis, n'est-ce pas, de l'État islamique, n'est-ce pas, qu'on a installé, quand vous regardez l'État islamique est armé aujourd'hui. C'est presque, vous connaissez Yana Gali, qui est aujourd'hui, soi-disant, il paraît que la CPI a délivré un mandat d'arrêt international. Bon, je ne sais pas trop, mais vous comprenez que la France a toujours été au cœur de la déstabilisation de nos États. Comment comprenez-vous, n'est-ce pas, que la France a installé plusieurs forces, c'est-à-dire, nous avons la force Sabre, qui agissait au Burkina Faso, qui était formée par les Français. Vous avez le Barkhane. Avant Barkhane, il y avait Serval. Donc, vous voyez qu'en Centrafrique, il y avait Sangaris.
Il y avait plein sans compter maintenant les autres, n'est-ce pas, bases militaires qui existaient au niveau des différents États. C'est-à-dire Thessalide, la base de Thessalide, la base de Gao, plein de bases. Même au Niger, il y avait les bases militaires. En Côte d'Ivoire, il y a le 43e BIMA. Il y a tous ces différents. Au Tchad, il y a des bases extrêmement importantes. Donc, vous imaginez le nombre de militaires français qui étaient installés sur le territoire africain. Et surtout dans cette zone-là. Plus parce que c'est plus la zone sahélienne. Quand vous regardez Niger, Tchad, Soudan, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'ils sont tellement installés en Afrique de l'Ouest. En fait, sur tout le corridor de l'Afrique francophone. Alors, comment le terrorisme peut prospérer en ce moment-là, quand vous avez autant de forces, n'est-ce pas, en présence sur le territoire? Pas seulement les hommes, mais en matériel. Avec des fusils de dernière génération, et que vous n'arrivez pas à éradiquer une menace des gens qui ne sont pas armés, qui viennent comme ça, ex nihilo, qui se retrouvent, n'est-ce pas, des grands bandits, des grands terroristes dans le Sahel ou bien en Afrique de l'Ouest, sans formation. Vous pensez que c'est possible? Non. Je pense que tous ces gens-là sont des hommes formés, sortis, n'est-ce pas, de la cuisse de ces organisations, n'est-ce pas, appelées Sangaris, Serval, Barkhane et tout le reste, et j'en passe. Donc, vous comprenez que le vieux projet, n'est-ce pas, de déstabilisation du Niger n'est pas encore arrivé à son terme, aussi longtemps que Bazoum est vivant, parce que l'un des objectifs, c'est de tuer Bazoum. Merci André Christophe. Je n'ai pas terminé. Allez-y. L'un des objectifs, c'est de tuer Bazoum, parce que Bazoum devient un témoin gênant. Parce que même si on libère Bazoum aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'il vive. C'est pour qu'il puisse mourir, parce que s'il commence à dérouler, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé au Niger, en fait, les contrats avec l'armée française et tout le reste là, véritablement, ça sera un scandale planétaire. Avec l'exploitation de l'uranium, de l'or et de toutes les matières premières, n'est-ce pas, qui existent au Niger. Mais est-ce que le CNSP n'a pas relayé au second plan ce projet de faire avouer à Mohamed Bazoum toutes les pratiques qui ont été occultées, en tout cas, pendant son magistère? Bazoum n'est pas coopératif. Et le CNSP oui, joue d'intelligence. Joue d'intelligence dans le temps. Parce qu'il finira par cracher le morceau. Parce que si on va brutalement, on pensera qu'il y avait un problème avant avec lui. Aujourd'hui, nous savons tous que le CNSP est préoccupé d'abord à restaurer, n'est-ce pas, la dignité et la sauvegarde, n'est-ce pas, de la patrie, qui était à volo, qui était vendue, n'est-ce pas, à vil prix, qui n'existe, d'ailleurs même le Niger n'existait plus. Parce que c'était un pays, quand vous avez tout un ambassadeur ou bien tout un qui dit que ne buvez plus de l'eau. Parce qu'elle est française. Parce qu'elle est française. Vous ne voyez pas que c'est une aberration, madame, de dire à des habitants d'un pays où l'eau est produite chez eux, l'eau sort de leur sol, mais vous leur demandez de ne plus boire parce que c'est une société française qui est soi-disant adjudicataire du marché de transformation et de distribution de l'eau, n'est-ce pas? Cette société, c'est Viola ou bien Violeur ou bien je ne sais pas quoi. Donc, c'est une société française. Donc, vous voyez, et qu'un ambassadeur vient dire que les Nigériens ne doivent plus boire de cette eau parce qu'elle est française. Donc, vous voyez qu'il y a des sujets comme ça, ou bien des déclarations comme ça, des exemples comme ça qui nous réveillent et nous font comprendre que non, ce pays-là n'existait plus. C'était une affaire maintenant des gens qui devaient davantage accompagner le pillage. C'est eux qu'on plaçait au pouvoir. Et depuis beaucoup d'années, c'est plutôt des larbins qu'on place à la tête des États comme le Niger pour justement servir, n'est-ce pas, les intérêts de la métropole française. Aujourd'hui que le poteau rose est découvert, nous savons tous que si on ouvre la boîte à Pandore, alors il y aura des condamnations, il y aura, n'est-ce pas, la preuve en est, le fils de Mamadou Issoufou qui gérait le pétrole a été, je crois, arrêté aussi depuis longtemps parce qu'il connaît beaucoup de choses dans ce dossier-là. Donc, véritablement que le camp Bazoum réfléchissent très bien parce que ceux qui encouragent, n'est-ce pas, qui encouragent, n'est-ce pas, une opération de force
parce que c'est une opération de force qui se prépare depuis longtemps pour justement, soi-disant, vouloir le libérer. La première personne à tuer, ça sera lui. Merci André Christelle Fanga. Le CNSP n'a pas manqué de réagir à cette attaque en rappelant d'ailleurs par la voix du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et celle du ministre de l'Intérieur que des dispositifs de sécurité ont été pris pour faire échec aux velléités de déstabilisation au Niger. Le Niger est-il à l'abri réellement de tentatives de déstabilisation? Pour ne pas citer cet enlèvement du préfet de Bilma, par exemple, peut-on craindre des actes sous-jacents? Madame, le jour que vous décidez, n'est-ce pas, de devenir un pays souverain, ça veut dire que le pays qui vous avait colonisé hier devient votre adversaire. Ou bien les pays qui profitaient, n'est-ce pas, de votre soumission, non, même pas soumission, parce que soumission, elle est volontaire, n'est-ce pas? De votre ignorance? Non, pas de l'ignorance. De leur ascendance? Non, je cherche un mot plus fort. C'est-à-dire, quand vous êtes esclave et que vous décidez d'avoir votre liberté, le maître, vous vous rappelez de la traite négrière. Vous voyez comment ces gens, ces négriers de la première heure traitaient, n'est-ce pas, les esclaves qui essayaient de s'affranchir. D'ailleurs, ça nous rappelle la colonisation belge au Congo. La colonisation belge au Congo où, quand vous ne travaillez pas assez dans les champs de caoutchouc, on vous coupait les mains. Vous voyez la barbarie. Ces gens qui ont fait des choses pareilles, qui prenaient des enfants et qui mettaient dans des cages pour que ça devienne en fait une représentativité des singes qu'on n'arrivait pas à avoir de la brousse. On mettait des petits enfants noirs dans les cages et on présentait aux petits blancs, n'est-ce pas, que voilà un singe. Quand vous avez ce degré, n'est-ce pas, de personnages qui peuvent dénigrer la race noire, qui peuvent dénigrer les êtres humains à ce niveau-là, vous allez comprendre que quand vous étiez son esclave hier et que vous vous affranchissez, la seule issue, c'est de vous récupérer comme esclave, ou vous couper une main, ou bien vous castrer, ou bien faire quelque chose qui va vous handicaper, n'est-ce pas, pour toute la vie, et qui va vous faire sentir la douleur de ne pas d'avoir voulu échapper, n'est-ce pas, au maître colon blanc, ou bien c'est l'assassinat. Vous voyez un peu. Et c'est ça le projet de la France au niveau des États, n'est-ce pas, du Sahel, de l'Iftako Gourma, de l'Alliance du Sahel. C'est-à-dire, aucun d'eux ne doit vivre. L'objectif, c'est qu'aucun de ces leaders-là ne doit vivre. Il faut déstabiliser tous ces pays qui ont décidé de sortir, n'est-ce pas, de l'enclos colonial. Vous savez, quand quelqu'un s'échappe de la prison, alors on envoie les chiens pour essayer de le récupérer. Et donc, le Niger fera face, n'est-ce pas, à des velléités de déstabilisation à outrance. Et surtout qu'aujourd'hui, les adversaires se sont multipliés. Parce que hier, le Niger, parce que c'est maintenant que vous constatez que le Niger avait le vrai gros morceau à croquer dans cette affaire de révolution. Parce qu'après l'armée française qui était installée au Niger, il y avait les bases américaines. Effectivement. Et deux bases extrêmement importantes. Et que le Niger a demandé que cette base-là, n'est-ce pas, les deux bases, on puisse les enlever de leur pays. Et donc, quand vous prenez une décision aussi courageuse, alors soyez-en sûrs, messieurs, n'est-ce pas, que la déstabilisation, n'est-ce pas, fera votre lot quotidien. Les projets de déstabilisation vont s'accélérer, vont s'accentuer au Niger. Et c'est maintenant aux Béninois, aux Nigériens, n'est-ce pas, de faire très attention et de travailler, n'est-ce pas, pour protéger leur nation. Parce que s'ils ne travaillent pas pour protéger leur nation, c'est aujourd'hui maintenant qu'on appelle, par exemple, comme le cas du Burkina Faso, c'est-à-dire les VDP, les volontaires, n'est-ce pas, pour la sauvegarde de la défense de la patrie, n'est-ce pas, pour justement travailler d'arrache-pied pour dénoncer, n'est-ce pas, toute attitude contraire à la révolution. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure à sonner véritablement pour que les Nigériens se lèvent comme un seul homme, n'est-ce pas, pour défendre leur pays, leur patrimoine, leur avenir, leur souveraineté.
qui est en train d'être retrouvé au travers de ce gouvernement de transition ou bien par les autorités de transition. Alors, un acte comme celui du président mauritanien Cheikh Ould Ghazouani qui appelle un front commun pour lutter contre l'insécurité après le départ, par exemple, du Mali, du Burkina Faso et puis du Niger, du G5 Sahel, vous paraît salutaire? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le G5 Sahel, c'est d'abord un cheval malade. Bon, un cheval qui est déjà handicapé. Il n'existe plus. Qui n'existe plus. Donc, Oui. maintenant, l'unité des forces, est-ce que le président Ghazouani veut s'allier à l'alliance du Sahel, Des États du Sahel. des États du Sahel? C'est une bonne chose. Si c'est ce message qu'il veut passer, on est tous d'accord. Mais comment on peut s'allier avec, ou bien unir nos forces quand les intérêts sont divergents? Ou bien quand les visions sont divergentes? Vous pensez une Côte d'Ivoire et le Mali ou le Burkina Faso se mettre ensemble avec la gouvernance actuelle de la Côte d'Ivoire? Vous pensez, n'est-ce pas, d'autres États sous la gouvernance, par exemple, de Talon au Bénin, se mettre ensemble avec le Niger pour combattre qui? Alors que le Bénin, par exemple, a des forces terroristes qui sont formées par l'armée française. C'est maintenant qu'on découvre même qu'il y avait même les soldats français sur le territoire béninois. Hier, on ne savait pas. Vous voyez qu'à chaque situation, ça révèle son lot de surprises. Et donc, nous sommes surpris aujourd'hui qu'au Bénin, il y a des forces, n'est-ce pas, françaises qui forment même des terroristes à côté de la frontière avec le Niger. Et le président Ghazouani... Même si le Bénin a démenti totalement. Ben, écoutez, les éléments sont là. Vous pouvez démentir, mais quand il y a des éléments, vous faites comment? Je pense que les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a un détachement de l'armée française qui a quitté le Niger et qui s'est replié, n'est-ce pas, aux côtés du Bénin, comme d'autres sont partis au Togo. Vous voyez un peu, alors qu'on nous parle aujourd'hui, Macron nous parle de la décrue, n'est-ce pas, des soldats français en Afrique dans les bases militaires. Alors que les autres soldats, vous savez qu'il y a eu un grave problème entre les soldats qui ont été démobilisés du Mali pour le Niger. Il y avait près de 5000 soldats français dans la force Barkhane. On les a redéployés où? Au Niger. Mais ceux qui ont quitté le Niger, ils ont dit que c'était 1500. Les 3500 autres sont partis où? Vous voyez que c'est des forces dissimulées un peu de partout pour justement davantage déstabiliser, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest et les États africains, surtout francophones, qui veulent leur souveraineté. Donc, le président Ghazouani, oui, c'est un vœu. C'est une idée. C'est possible. Le président mauritanien a tout à fait raison que nous devons nous mettre ensemble. Mais maintenant, alors, comment pourrons-nous mettre ensemble Ensemble avec qui? Avec qui? Exactement, c'est ça la question. Okay. Est-ce que c'est y compris le Mali, le Burkina Faso, le Niger, n'est-ce pas, et les autres États, s'il faut se mettre ensemble. Il parle de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que c'est avec ces gens-là? Et je vous ai pris deux exemples. Est-ce que c'est possible que Ibrahim Traoré et Alassane Dramane Ouattara s'asseyent sur la même table pour discuter des questions sécuritaires, alors que le plan de déstabilisation, n'est-ce pas, du Niger, du Burkina Faso est peaufiné tous les jours en Côte d'Ivoire? Comment le général Tiani pourra se mettre avec M. Patrice Talon alors que la déstabilisation du Niger est en train de se préparer au Bénin? Vous voyez tant d'incongruités. Donc, ce n'est pas possible aujourd'hui que, véritablement, ils puissent s'unir comme le souhaite le président Ghazouani de la Mauritanie. Merci André Christelle. Fanga, on ne saurait refermer l'actualité sur le Niger sans parler de ce déplacement des deux présidents, les anciens présidents béninois pour Niamey, ceci dans le but de mener à bien une médiation entre le Bénin et le Niger. Il s'agit du président Soglo, mais également de Thomas Yayi Boni. Déjà en termes de profil, est-ce les bons profils pour
tenter une médiation? On se souvient déjà que Thomas Yayi Boni faisait partie de la médiation lors de la prise de pouvoir, que ce soit au Mali ou encore dans d'autres États. Mais est-ce que c'est les bons profils? Oui, je pense que c'est des bons profils. C'est des hommes, n'est-ce pas, qui ont une certaine influence et une certaine carrure politique, n'est-ce pas, Oui. qui peuvent véritablement... Parce que c'est des vrais hommes politiques là-bas. Oui, Yayi Boni, je crois. C'est un vrai homme politique. Soglo aussi, le président Soglo aussi, c'est un vrai homme politique. Parce que celui-là, c'est un gangster. Celui qui a la présidence actuelle du Bénin, c'est un gangster. Comment ça, Gangster économique. Mais bien sûr, vous savez qu'il a tout fait pour braquer toutes les sociétés béninoises, surtout de cotonnerie, parce que c'est le roi du coton. Vous savez qu'il a D'ailleurs, toujours... les premières exportations vers la France ont eu lieu la semaine Bien sûr. passée. Donc, vous comprenez que c'est un Ce mafiosi. n'est pas une avancée pour Mais vous? non, c'est un mafiosi. C'est les méthodes. Donc, vous comprenez que... Et l'une des choses, quand vous étiez en train de me poser la question sur cette mission-là, je me rappelais que vous avez posé une question précédente par rapport à la déstabilisation du Niger. Oui. Vous voyez que le Bénin travaille aussi dans la déstabilisation du Niger économiquement. Parce que le gazoduc, n'est-ce pas? C'est le gazoduc? Le ou bien pipeline, le pipeline. Oui. Le pipeline qui sert, n'est-ce pas, les économies des deux États. Si aujourd'hui, l'exploitant de ce pétrole n'arrive pas à entrer dans ces gares alors que les contrats ont été signés, vous voyez un peu, ça crée des problèmes au niveau du Niger. Oui. Et même aussi au Bénin. Et en plus de ça, il y a les échanges économiques entre les deux États. Il y a le commerce, n'est-ce pas, entre les deux États, c'est-à-dire du Bénin et du Niger. Oui. Ça veut dire que l'État béninois perd et l'État aussi nigérien perd sur beaucoup de choses. Donc vous comprenez que ça rétrécit le porte-monnaie du Niger et ça fait partie des éléments de déstabilisation. D'ailleurs, il paraît que la France a fait sortir des billets de francs CFA, des faux billets de francs CFA pour déstabiliser le Mali, en donnant un peu d'argent aux terroristes, à certains hommes politiques et leaders religieux pour organiser des grandes marches, des grandes manifestations, des grands discours et des grandes interviews. Donc, vous voyez le plan de déstabilisation. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, ils vont sur plusieurs paliers. Donc, véritablement, c'est deux profils assez intéressants qui peuvent justement convaincre, n'est-ce pas, le général Tchiani à revenir sur la décision pour qu'on regarde les intérêts, n'est-ce pas, des deux États et non l'intérêt de... Parce que je suis sûr que l'intérêt, n'est-ce pas, de Talon, c'est de défendre, n'est-ce pas, ses amis français, ses amis étrangers. Parce que, sûrement, ils ont besoin de ce pétrole, ils ont peut-être besoin, n'est-ce pas, que le contrat se résilie et pour qu'une société française puisse venir l'exploiter. Donc, nous savons tous que le plan de déstabilisation de cet État-là est en marche. Et je pense que les deux chefs d'État, n'est-ce pas, anciens chefs d'État béninois, vont réussir, n'est-ce pas, à désamorcer cette bombe-là, parce que les deux pays sont deux pays frères, voisins, limités, je ne sais pas, presque les mêmes cultures, les mêmes habitudes et tout. Donc, véritablement, que la paix revienne entre les deux États. Et une paix des braves, parce que là, il faut véritablement que le Bénin, pas le Bénin, que M. Talon, parce que le Bénin n'est pas le problème. C'est celui qui est le président du Bénin qui est le problème. Il faut que les Béninois commencent à s'apprêter. S'il faut le chasser du pouvoir, il faut le faire. C'est vrai que nous n'allons pas appeler au coup d'État au Bénin, André Christelle Fanga. Une révolution. En tout cas, merci pour votre point de... Il y a la différence entre une révolution et un coup d'État. C'est les Occidentaux qui font les coups d'État. Nous, on fait des révolutions chez nous en Afrique. Ce qui s'est passé au Mali, c'est une révolution. Oui. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est une révolution. Ce qui s'est passé au Niger, c'est une révolution. La rupture de l'ordre colonial. C'est-à-dire les constitutions que nous avons chez nous en Afrique sont des ordres coloniaux parce que tout est calqué sur le modèle français qui ne nous apporte pas grand-chose.
Merci André Christelle Fanga. Le peuple béninois est donc libre aujourd'hui de manifester sa fierté ou non envers le pouvoir en place du côté du Bénin. Eh bien, nous allons sortir de ce sujet sur le Niger avec cette petite question. Alors, la mission de médiation est composée uniquement de parties béninoises. Est-ce que ça ne déséquilibre pas la tentative de médiation? Ou alors il n'y avait pas de profil adéquat du côté du Niger pour mener à bien une telle médiation, pour Ben, apporter la paix? écoutez, je pense que la médiation, c'est le Bénin, n'est-ce Mhm. pas, qui envoie ses émissaires pour négocier un retour à la paix, à la calmie, n'est-ce pas, un retour aux échanges entre l'État béninois et l'État nigérien. Mhm. Donc, ce n'est pas une organisation qui est décidée d'envoyer, n'est-ce pas, des émissaires. C'est deux anciens chefs d'État, n'est-ce pas, et je pense que c'est en concertation avec le président Talon, qui n'est pas un très bon négociateur, parce qu'il a voulu utiliser les méthodes siciliennes de la mafia, vous voyez un peu, de hold-up, de braquage et de tout ça. Mais il se rend compte que il a en face de lui un homme mature, un homme droit dans ses bottes, qui sait où il va, qui ne tremble pas devant des petites attitudes de bassesse comme celle que Talon est en train de faire aujourd'hui. Et donc, quand il se retrouve buté, les Béninois commencent aussi à se poser les questions que, mais, quel est l'intérêt, n'est-ce pas, à maintenir la frontière, n'est-ce pas, entre nos deux États fermés, alors que le commerce entre les deux États était très florissant et qu'aujourd'hui, ça a baissé. Et ce n'est même plus possible, malgré les voies de contournement, de tour, de passe-passe, mais de manière régulière, le commerce a baissé. Donc, les deux populations, n'est-ce pas, souffrent, n'est-ce pas, de ne pas échanger entre eux. Alors, si le président, qui ne comprend pas grand-chose à la politique inter-État, ou bien de la politique béninoise, parce que lui, il se contente de sa richesse, n'est-ce pas, parce que lui, il est un président industriel riche, c'est-à-dire le président des lobbies, n'est-ce pas, de la grande mafia internationale. Il s'en fout, n'est-ce pas, du pouvoir d'achat du petit peuple. Donc, aujourd'hui, que les anciens présidents qui ont compris que non, il faut véritablement que cette situation s'arrête, alors ils se sont mis à la disposition, n'est-ce pas, de la République du Bénin. Et vous avez vu les échanges avant leur départ, n'est-ce pas, pour Niamey, avec le président Talon, qui, justement, leur donnait des recommandations pour comment, n'est-ce pas, aborder cette question. Maintenant, c'est aux autorités maintenant de Niamey de les recevoir, vous voyez un peu, de les recevoir et échanger avec eux comment, les bases, n'est-ce pas, des négociations pour que la calmie ou bien pour que la réouverture des frontières puisse s'opérer. Donc, véritablement, c'est un très bon profil, les deux profils, n'est-ce pas, on parle d'un, mais c'est un très bon, c'est un bon Ce casting. sont de bons profils? Non, c'est un bon casting. C'est un bon casting, n'est-ce pas? Peut-être c'est Talon qui a choisi, peut-être, on ne sait pas. Peut-être c'est lui qui a eu l'initiative. Bon, de vous dire, bon, les grands, allez négocier, c'est vous qui connaissez cette affaire-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est aux autorités maintenant du Niger, n'est-ce pas, de bien accueillir, n'est-ce pas, cette mission, parce qu'elle a quand même envoyé deux anciens chefs d'État. Est-ce qu'il manquait un Togolais? On sait le Togo toujours au milieu des médiations en Afrique de l'Ouest. L'étiquette du grand médiateur avait déjà été collée au visage du Togo. Bon, c'est douloureux d'avoir un médiateur qui a déjà une partie. Vous voyez un peu, vous ne pouvez pas être médiateur, vous ne pouvez pas être arbitre d'un match quand vous êtes supporter. Là, ça me fait rappeler un arbitre, n'est-ce pas, du Canon, qui était supporter du Canon, à Tanganalu de Bonzès. Il disait seulement aux joueurs du Canon, tombe même seulement dans la surface, c'est penalty. Donc, dès que tu arrives seulement, même si tu n'as pas le ballon, tombe seulement, je vais siffler penalty, pourvu que le Canon gagne. Le reste, là, il s'en fout. Donc, c'est un peu ça, le Togo, avec ses médiations. Donc, on n'a pas besoin de cette médiation-là. En fait, c'est un problème nigérien, béninois et des hautes autorités. Et je pense que s'ils s'entendent,
Et en Afrique, on connaît s'entendre, on connaît s'asseoir autour d'une tasse de thé. On connaît s'asseoir autour de l'arbre à palabre. On connaît s'asseoir, n'est-ce pas, auprès des sages. Et je pense que c'est cette décision, n'est-ce pas, qui envoie les deux sages du Bénin, c'est-à-dire les deux anciens chefs d'État, quand même qui ont un certain âge et qui ont eu certaines responsabilités assez élevées et qui connaissent bien la diplomatie, n'est-ce pas, entre les deux États. Donc, c'est quand même un niveau très poussé de la discussion de dire que véritablement, envoyer jusqu'à les deux, ça veut dire que c'est vraiment du lourd pour que aujourd'hui le Niger puisse véritablement ouvrir ses portes, n'est-ce pas, et discuter véritablement en oubliant un peu les mafias. Parce que je sais que le président Tchani, n'est-ce pas, a un problème. Le problème, ce n'est pas le Bénin. Le problème, c'est Talon, le mafioso. Merci André Christelle Fanga. C'est donc la fin de ce sujet sur le Niger après l'enlèvement du préfet de Bilma, revendiqué le 22 juin dernier par un groupe de rebelles. Le gouvernement les a taxés en tout cas de bandits armés. Eh bien, cette fois-ci, c'est la libération de Mohamed Bazoum qui est demandée. Cap à présent au Mali, sans transition, où on s'interroge, est-ce que la transition malienne est en train de lutter pour sa survie? André Christelle Fanga, à l'aune de certaines flammes internes au Mali, on ne va peut-être pas parler de fissures au sein du gouvernement, car c'est un narratif qui a déjà été démenti, en tout cas par le Premier ministre malien, sur son territoire. Il a rappelé en tout cas son soutien au gouvernement de transition. Ce que fait son parti, ou alors ce que font les membres de son parti, n'est pas forcément ce que lui fait, ou alors ce qu'il pense. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs narratifs également qui tendent à détériorer ou alors à ternir cette transition. D'ailleurs, le président Assimi Goïta disait encore la semaine dernière que le Mali faisait face à trois types de terrorisme. Il s'agit du terrorisme meurtrier, évidemment, qui cause des morts. Il y a également le lynchage médiatique étranger. Et on termine avec la déstabilisation économique des pays étrangers. À l'aune de tous ces fléaux, de toute cette art citée par le président Assimi Goïta, la transition malienne tient-elle à un fil? La transition malienne est hyper solide. Je dis bien hyper solide. Okay. Hyper solide, pourquoi? Parce que rien ne défie la volonté de Dieu. Quand je dis la volonté de Dieu, c'est que Vox Deis, Vox Populis, la voix du peuple, la voix de Dieu. C'est le peuple malien qui a opté pour cette révolution. Parce que si le peuple n'avait pas opté pour cette révolution, ça tiendra à un fil exactement comme vous l'avez dit, comme vous avez posé la question. C'est mieux. Comme vous avez posé la question. Voilà. D'accord. Oui. Donc, vous voyez que la première, et je le dis toujours et je vais continuer à le dire, la meilleure sécurité, c'est le peuple. Quand vous êtes en osmose avec le peuple, quand vous êtes en harmonie avec le peuple, quand vous êtes en unité avec le peuple, quand la volonté de ceux qui dirigent et du peuple sont unis dans la même direction, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez tout faire, vous n'allez pas déstabiliser cet état-là. Donc, la transition malienne ne tient pas à un fil. Elle est basée sur un socle hyper puissant. Je peux même dire qu'elle est bâtie sur le roc. Quand quelque chose est bâti sur le roc, les vents peuvent venir. Ça n'empêche pas les vents de venir. Et c'est ces vents-là, vous les avez bien cités. Et comme vous avez répété le président Assimi Goïta, ces vents-là vont venir. Oui. Ces vents-là vont continuer à s'abattre sur le Mali. Mais comme le Mali est basé sur un roc, alors rien ne peut renverser cet état-là aujourd'hui. Parce que nous savons tous que ce qui est en train d'être construit à partir du Mali et avec les autres, c'est un socle hyper solide qui va déboucher à une très grande délivrance de l'Afrique. Parce que si le Mali est déstabilisé aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui sera déstabilisé.
c'est le Niger qui sera déstabilisé. En fait, c'est le brisement du rêve de souveraineté, n'est-ce pas, des Africains que nous voulons, des panafricanistes que nous voulons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même dans nos prières, même dans nos méditations, même, bon, je voudrais utiliser un mot là, mais qui n'est pas très approprié dans mon langage, parce que moi, en tant que pasteur, je ne dois pas l'utiliser, c'est-à-dire les incantations. Voilà. Il y a des incantations religieuses. Donc, vous voyez que tous ces différents éléments-là doivent, n'est-ce pas, aller vers ces hommes et ces femmes-là pour justement qu'ils tiennent le bon bout et qu'ils soient toujours en osmose avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui est la meilleure des protections. Peu importe le narratif occidental, peu importe, n'est-ce pas, les charges médiatiques, peu importe. Parce que tout ce que vous dites là aujourd'hui, en fait, que vous posez la question là, c'est ce que l'Occident prévoit. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils font au quotidien. C'est les méthodes de déstabilisation, les méthodes d'intimidation, les méthodes, n'est-ce pas, terroristes qui veulent utiliser pour justement renverser l'État malien. Parce qu'ils disent ça pourquoi? Parce que soi-disant, il y a des fissures, il y a des, je ne sais pas quoi, des hommes politiques ou bien des organisations politiques, des ONG qui sont contre la gouvernance, soi-disant. Alors que nous savons tous comment ça se passe. Il suffit qu'ils reçoivent quelques financements extérieurs, n'est-ce pas, pour qu'ils commencent. D'ailleurs, le président Assimi Goïta en a parlé de fabrication des faux billets économiques, n'est-ce pas? C'est une guerre économique maintenant, financière. Alors, vous fabriquez des faux billets. C'est l'ancienne méthode. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, vous avez appris ça dans l'histoire, n'est-ce pas, avec celui du Niger, comment on l'appelle encore, qu'elle avait décidé que le Niger prenne... non, je crois que c'était la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry de Sékou Touré. De Sékou Touré. De Sékou Touré. Oui. Vous voyez un peu, quand on avait décidé de faire le franc guinéen, après, qu'est-ce qui s'est passé? On allait fabriquer de nombreux francs guinéens et on a déversé sur l'économie de la Guinée. Et finalement, ça a déstabilisé le pays et ça a amené les révolutions que ça a amené. En fait, les coups d'État et tous les renversements de situation. Donc, vous voyez que cette guerre-là, les méthodes n'ont pas changé. Ils ont juste changé, n'est-ce pas, la coloration. Mais c'est les mêmes méthodes utilisées à l'ancien temps. Donc, le Mali, c'est qu'il connaît ses adversaires. Et je pense que le peuple aussi connaît déjà ses adversaires. Et ça, on vous tire un très grand coup de chapeau, Madame Madone. Vous et For You Media, pour ce travail de sensibilisation, d'éducation, n'est-ce pas, d'information, n'est-ce pas, de recadrage, même de dopage. Parce que là, vous dopez le moral, n'est-ce pas, des Africains et surtout des peuples révolutionnaires comme ceux du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Centrafrique. En fait, où nous sommes écoutés, parce que nous sommes écoutés un peu de partout aujourd'hui, parce que véritablement, ça permet aux Africains de garder le moral et de continuer la lutte. Et c'est pour ça que Thomas Sankara pouvait dire « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». André Christelle Fanga, certains panafricanistes, certains observateurs avertis estiment quand même que le Mali est entre les émailles de difficultés, qu'elles soient économiques, sécuritaires ou même sociopolitiques par exemple, mais que cela n'est pas forcément un point négatif pour le Mali. Ces différentes difficultés devraient donc servir au Mali à s'allier avec le Burkina Faso et le Niger, pas en tant que confédération, mais en tant que fédération. Alors, je pense qu'il y a des réflexions. Okay. Et je pense que dans ces réflexions-là, ça permet justement de sortir le juste milieu. Ça permet d'avoir la bonne conclusion, ou bien la bonne terminologie, ou bien le bon contrat social à avoir entre les différents États. Parce qu'aujourd'hui, je pense que confédération, ça donne encore plus, ça donne un peu plus de liberté à chaque État. Dans quel sens? C'est-à-dire, vous êtes dans une confédération, c'est-à-dire vous êtes d'abord une association libre. Parce que quand vous prenez, on parle de confédération, n'est-ce pas? Regardez, il y a d'abord fédération. Vous voyez un peu? Confédération, fédération. Vous voyez un peu? Donc, vous êtes d'abord une fédération et qui se met, n'est-ce pas, en association avec d'autres fédérations. Alors qu'une fédération, ça veut dire que vous devenez un État fédéral. Effectivement. C'est-à-dire,
Le Bénin, pardon. Oh là Vous là. aimez beaucoup le Benin Non, ce non, soir. c'est talon, c'est les effets talon, ça. D'accord. C'est la mafia de talon qui agit là. Non, le Burkina Faso n'est plus un État, vous voyez un peu, devient, dans la fédération, devient, ou bien ça reste C'est un une État, partie une partie, n'est-ce d'un pas, grand État, d'un oui. grand État. Vous voyez un peu. Alors que si on laisse la confédération, ça veut dire qu'il y a une certaine autonomie De quoi exactement? Est-ce que de cela ne va l'État. pas aux antipodes justement du discours selon lequel une fédération serait plus forte, une fédération serait plus solide et cela empêcherait que chacun s'occupe de sa petite véranda? Mais c'est justement, c'est pour ça que la fédération est mieux que la Ah, confédération. j'ai cru que vous défendiez le projet de confédération. Non, Hmm. je défends la fédération. Ok. Et au-delà même de la fédération, je parle de l'unité. Et je pense que le doyen Parfendom sera très content parce que c'est son projet, n'est-ce pas, qu'il a pour les Africains. Il dit que véritablement, il faut que nous soyons unis. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que l'unité est l'un des éléments importants pour notre Afrique pour sortir de cette gadoue où on nous a plongés. Parce que si un seul instant, nous ne nous unissons pas, d'ailleurs, nous disons tout souvent que l'union fait la force. L'union fait la force. Et l'union, quand nous parlons de l'union ici, c'est une fusion où les États, n'est-ce pas, les barrières dont on nous a fabriqués de toutes pièces vont disparaître. Vous voyez un peu, ça devient la libre circulation. Ça devient, n'est-ce pas, on ne parle plus du Burkinabé, on ne parle plus du Malien, on ne parle plus du Nigérien. Ça devient, n'est-ce pas, peut-être les Sahéliens. Vous voyez un peu. Ok. Ça devient les Sémassiens. Vous connaissez les Sémassiens? Ceux de la CEMAC? Voilà, les Sémassiens. Voilà, je vais le faire un clin d'œil à Madame la présidente de la COSUMAF, Madame Adiaba, qui m'avait vendu ce mot-là, n'est-ce pas? Qu'elle est sémassienne, c'est-à-dire elle appartient à la CEMAC Et des la États. CEMAC où le projet de fédération, de confédération semble Bon, avec la CAC, la sous les fusion briques. entre la CAC et la CEMAC. Donc, mais je pense que l'unité véritable de l'Afrique Oui. est le vœu de tout le monde. Parce que si nous continuons à aller, n'est-ce pas, comme des petits États, des micro-États, alors nous ne nous en sortirons pas face, n'est-ce pas, aux géants qui sont au-devant de nous. Je vous prends un petit exemple, madame. Oui. Vous avez vu le président Vladimir Poutine en Corée? Il est allé voir Kim Jong-un. L'État de Corée n'est pas aussi grand comme la Fédération de Russie. Mais ils se sont mis ensemble, non? Pourquoi? Ils ont signé des contrats, ils ont signé des partenariats. Et d'ailleurs, même ils ont dit, celui qui s'attaque à l'un des deux s'est attaqué à l'autre. C'est-à-dire, ils ont pour assistance mutuelle. C'est parce qu'ils n'ont pas seulement la possibilité de faire, n'est-ce pas, peut-être la Corée est déjà dans les BRICS, peut-être ils vont entrer dans les BRICS. Vous voyez, donc, vous voyez qu'il y a une organisation, un socle comme les BRICS par exemple, qui met déjà certains États à penser de la même façon. C'est-à-dire le monde multipolaire est véritablement en train de se mettre en place. Pourquoi pas, nous les Africains, dépasser un peu nos petits égos, nos petits États? Parce que quand même, Bénin ne représente rien. C'est une lame de terre comme ça, le Bénin. Quand vous regardez la carte de l'Ouest africaine, le Togo, c'est une lame de terre comme ça. Il y a plein de petits pays là. Alors qu'il y a des mastodontes là. Le Niger, par exemple, c'est une mastodonte. Le Mali, par exemple, c'est une mastodonte. Vous imaginez, n'est-ce pas, tout ça devient un territoire. D'ailleurs, même avant la colonisation, avant l'esclavage, est-ce que ce n'étaient pas de grands empires? Vous vous rappelez de ces grands empires de Sundiata Keïta, les empires, n'est-ce pas, éthiopiens, soudanais, et l'empire du Soudan, et tous ces grands empires-là du Grand Mali. Vous voyez un peu? Donc, qui regroupait tous ces États dont nous parlons aujourd'hui, qu'on a émietté pour le but, n'est-ce pas, de diviser pour mieux régner. Et là, faire croire à l'autre que non, c'est vous le plus fort. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour exister. Alors que nous, les Africains, nous dépendons.
Je dépends du Congolais, je dépends du Gabonais, je dépends, n'est-ce pas, du Guinéen, je dépends de l'Angolais, je dépends jusqu'à de l'Égyptien et tout ça. Parce que nous avons un même destin. Le destin, c'est qu'on a pris l'Afrique, on a saucissonné, n'est-ce pas, on a posé, n'est-ce pas, sur une table où les gens dégustent l'Afrique au quotidien. Alors, comment sortir du repas des Occidentaux pour devenir un homme qui va s'asseoir sur la table pour manger? Ça, il faut que les Africains se mettent ensemble pour que nous puissions réussir cet exploit-là. Si nous allons à rang dispersé, nous n'allons pas sortir. Parce que je me rappelle une anecdote simple. Le président Paul Biya, par exemple, quand la France décide de la dévaluation du franc CFA et des mesures économiques drastiques, c'est-à-dire privatisation et tout le reste qui ont suivi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui paralysaient véritablement les États francophones. Tous les États qui utilisent le franc CFA. Privatisation, dévaluation du franc CFA. Le président camerounais, Paul Biya, décide de dire au président, il appelle Omar Bongo, il appelle, je crois, c'était Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf, il appelle Senghor, non pas Senghor, Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, à l'époque, ça c'est avant 93, parce que la dévaluation a eu en 94, 93-94. Et donc, il leur dit, mettons-nous ensemble, sortons du franc CFA. C'est Omar Bongo et le Sénégalais et Houphouët-Boigny qui, justement, rappellent la France. Le président français de l'époque qui lui dit, mais vous avez dit que le monsieur du Cameroun, là, est votre meilleur élève, non? Mais il nous demande ici de sortir du franc CFA. Vous voyez que le projet de sortie du franc CFA du Cameroun, n'est-ce pas, du président Paul Biya ne date pas d'aujourd'hui. Et il n'a jamais été accompli. Parce que, justement, le Cameroun ne peut pas décider de sortir du franc CFA seul. Parce que nous avons, par exemple, une banque qu'on appelle la BA. L'Afrique de l'Ouest a une banque qu'on appelle la BCAO, qui est le conglomérat des autres banques. C'est-à-dire, c'est lui qui prend l'argent de tous de ces pays-là, de l'Afrique de l'Ouest, et les garde. Contrôlé par des organisations, n'est-ce pas, où il y a des Français ou bien le système monétaire capitaliste européen. Donc, vous voyez que pour sortir du franc CFA seul, ça entraîne, n'est-ce pas, des dommages qui, justement, vont déstabiliser d'autres États. Donc, véritablement, il faut cette unité-là, cette force-là, pour que nous puissions aller tous ensemble. Et je pense que c'est ce qui fera beaucoup de bien au Mali, au Burkina Faso et au Niger, si véritablement ils se mettent en unité et que les soi-disant États-là disparaissent et deviennent un État, une fédération simplement. Merci André Christelle Fanga. La question de savoir si la transition malienne lutte pour sa survie, eh bien, vous répondez par la négative en estimant que le Mali est suffisamment fort, la transition est solide. Alors, il faut faire fi de tous ces problèmes qui ont été cités par Assimi Goïta en espérant simplement le soutien des pays voisins. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, même dans nos vies, n'est-ce pas, les épreuves sont des éléments motivateurs. Parce que si vous n'avez pas d'épreuves, vous n'allez pas en classe supérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, les épreuves sont justement là, face, n'est-ce pas, à ces pays-là, pour justement les motiver davantage d'aller à la classe supérieure. Et cette classe supérieure-là, c'est de véritablement obtenir leur souveraineté, que ce soit économique, que ce soit militaire, que ce soit social, et tout ce que nous souhaitons. Et je pense que c'est la bataille de tout un chacun aujourd'hui, c'est-à-dire de véritablement obtenir sa liberté et de jouir de ses biens sans rendre compte à qui que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le combat de tous les Africains. Et ça, nous leur rappelons, nous leur disons que allons jusqu'au bout. Et c'est dans les épreuves, dans les moments difficiles qu'on doit être résilient. Et si on est résilient dans les moments d'épreuve, alors nous sommes prêts à remonter la pente parce que ça peut être douloureux quand on passe par le désert. Ça peut être douloureux. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert, tenté par le diable. Mais quand il est ressorti de là, c'était glorieux.
Merci à vous pour vos analyses sur ce plateau de regard panafricain dans ce studio de For You Radio. Ce fut donc un plaisir d'échanger avec vous. On me fait signe à la réalisation que le temps est écoulé. C'est la fin de cette émission. On se retrouvera donc lundi prochain pour une autre édition. André Christelle Fanga, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et merci à la confiance, n'est-ce pas, de tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent sur les plateformes de For You Media et qui apprécient la fangatisation. Merci à vous, notre cher invité du lundi de Regard Panafricain. À très bientôt, André Christelle Fanga. Merci à tous de nous avoir écoutés sur la radio 96.3 FM, For You Radio. Merci de nous avoir regardés sur nos plateformes. On se retrouve très bientôt. L'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Abuja.